la performance environnementale, du calcul d'empreinte environnementale. On va voir comment on peut procéder, à quoi ça sert, et des exemples d'applications appliquées en fait, directement dans la laiterie via des outils financés par la Commission européenne et le CNIL. Avant de commencer, on va essayer de comprendre comment ça marche. Donc c'est pour ça qu'on va faire une petite introduction à l'analyse de cycle de vie, qui est l'outil, la méthode en fait normalisée et plébiscitée pour calculer une empreinte environnementale. Puis on va avoir un exemple de méthodologie pour calculer cette empreinte qui est développée au niveau européen et qui s'appelle PEF pour Product Environmental Footprint. Et enfin, on va avoir une application de cette méthodologie PEF au sein d'un outil d'aide à la décision directement applicable par les laiteries. Donc, quand on parle d'empreinte environnementale, on a deux manières de calculer. À la fois un calcul basé sur un site, par exemple avec un bilan carbone classique au niveau d'un site, ou penser le calcul d'empreinte par rapport à un produit. Donc, quand on pense par rapport à un produit, il faut prendre en compte l'intégralité du cycle de vie d'un produit. Donc, la production d'un produit génère des impacts sur l'environnement à différentes étapes. Que ce soit au niveau de l'extraction des matières premières, de la transformation, de la distribution, de la consommation, jusqu'à la fin de vie des emballages. Donc, évidemment, faire attention aux allégations, produits verts, produits écologiques, bons pour l'environnement. Alors potentiellement, oui, mais tout est relatif. Et l'objectif de l'ACV, c'est de quantifier ces impacts-là pour pouvoir dire un produit est potentiellement meilleur qu'un autre sur certains aspects. De la même manière qu'on peut calculer les impacts à différentes étapes du cycle de vie, on peut le faire sur différents types de catégories d'impact. Il n'existe pas un seul impact environnemental, souvent au changement climatique, voire à la biodiversité, mais on va avoir tout un panel d'indicateurs, que ce soit des émissions dans l'air, donc avec par exemple les particules fines, l'oxydation photochimique, les émissions dans l'eau, en plus de la consommation de la ressource eau, et les émissions dans les sols, en plus de la consommation des ressources, comme par exemple la consommation de ressources fossiles. Alors, comment on fait pour évaluer la performance environnementale d'un produit? Maintenant qu'on sait ça, donc différentes approches, à la fois des approches dites qualitatives, comme on a vu tout à l'heure, des indicateurs de moyens. Donc là, c'est des checklists spécifiques, donc et bio à tel label, HVE, ou à tant de l'emballage, à tant de pourcentage de plastique recyclé. C'est un premier bilan des forces et faiblesses. Et d'un autre côté, on va avoir les approches dites quantitatives, donc qui vont permettre de justifier des progrès atteints et donc de quantifier concrètement les émissions sur certains types d'indicateurs. D'un autre côté, on peut voir qu'il y a des approches dites monocritères, donc qui vont vraiment se centrer sur un type de catégorie d'impact, donc par exemple le bilan carbone, mais c'est qu'une vision partielle de l'empreinte environnementale, parce qu'en abaissant potentiellement les émissions de CO2 équivalent, on peut aussi augmenter, entre coparties, peut-être les émissions de particules. Donc là, je pense typiquement hors agroalimentaire aux véhicules essence ou diesel, qui ont chacun leur force et donc c'est pour ça que l'approche privilégiée, c'est l'approche analyse de cycle de vie, car elle combine à la fois les aspects multicritères, qui permettent d'identifier les transferts et l'approche quantitative. Donc, pour résumer, alors on a l'ACV du coup, qui est une approche dite multicritère, donc on va calculer un impact sur différentes catégories. Multi-étapes, c'est-à-dire qu'on peut, on va dire, calculer un impact sur différentes étapes du cycle de vie, l'intégralité, mais on peut aussi se cantonner uniquement à la transformation si l'on veut. Une approche standardisée, donc normée ISO 14040 44 et préconisée par la Commission européenne et par les instances aussi nationales qui souhaitent mettre en place une affichage environnemental basé principalement sur l'ACV. Et on verra tout à l'heure, mais pour résumer, c'est une traduction de flux de matière et d'énergie en catégorie d'impact. C'est-à-dire qu'on va faire un listing des différents flux de matière nécessaires pour produire une telle quantité de produits, et donc on va calculer les impacts par rapport à ces flux de matière-là. Et enfin, on va s'attacher à la fonctionnalité d'un produit. Donc là, on est vraiment sur une approche produit, on va regarder les aspects fonctionnels. Donc c'est pour ça qu'on peut calculer pour l'agroalimentaire des impacts par rapport à une masse, mais aussi par rapport à une quantité de produits.
là, je vais faire un petit listing des différentes étapes d'une étude ACV, donc, comme spécifié par la norme ISO 14040, avec une première étape de définition des objectifs et du champ de l'étude. Donc, il va falloir définir à quoi va servir notre ACV, est-ce qu'on l'utilise en interne pour s'améliorer, est-ce qu'on va communiquer à l'extérieur, et selon les objectifs, on ne va pas avoir les mêmes spécificités en termes de collecte de données et d'exigences. On va aussi définir le périmètre d'étude, et on va ensuite analyser les différents flux qui vont constituer l'inventaire. On va vraiment lister tout ce que l'on va prendre en compte dans le calcul d'empreinte et tout ce qu'on va négliger. Ensuite, on va calculer les impacts et enfin, il y a une phase d'interprétation des impacts avec potentiellement une utilisation d'une revue critique externe si on veut communiquer à l'extérieur. Là, je vais mis un petit exemple fictif sur un produit. Bon, les données sont souvent sensibles, donc on part sur des exemples fictifs. Donc là, imaginons qu'on veuille calculer l'empreinte d'un yaourt sucré aux fruits. On va utiliser une unité fonctionnelle de 125 grammes de yaourt emballé et consommé au domicile. Donc, parce que ça précise aussi le périmètre que l'on prend en compte. De la ferme, donc la production de lait jusqu'à la fin de vie des emballages, et pour un usage interne. Donc, première étape, ça va être de la collecte de données, donc de la donnée primaire. Donc, on va collecter de la donnée sur les quantités de lait, les ingrédients, les agents nettoyants, les emballages, l'énergie, l'eau et les différents gaz réfrigérants. On va prendre en compte, en fait, on va faire un inventaire de ce qui rentre dans la laiterie et un inventaire de ce qui sort, du point de vue déchets et produits. Donc, les eaux usées, les déchets organiques et DIB, les émissions vers l'air et l'eau. Et puis, on va faire un listing aussi de tous les produits laitiers, car il faut en fait allouer l'impact entre les différents produits laitiers selon les consommations de lait. Donc là, c'est un exemple. Au niveau de la laiterie, il faut le faire sur toutes les étapes du cycle de vie. Une fois que c'est fait, il va falloir traiter les données. Donc là, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, imaginons qu'on veuille en fait calculer l'empreinte d'un kilo de yaourt emballé en sortie de laiterie. On va en fait faire un listing de toutes les consommations nécessaires en laiterie qui permettent de produire un kilo de yaourt. Donc, par exemple, là, c'est fictif, mais on a une certaine quantité de lait nécessaire, certaines quantités d'eau, certains kilowattheures d'électricité. Et de même, pour produire une certaine quantité de lait, il faut lister aussi les intrants nécessaires pour faire un litre de lait. Il faut lister les intrants nécessaires pour faire un litre d'eau, les intrants nécessaires pour faire 1 kWh d'électricité française. Et donc, ainsi de suite, on va remonter la chaîne de cause en fait, des intrants nécessaires jusqu'à arriver aux matières premières élémentaires. Donc, on va faire en fait, c'est ça la CV, c'est faire un inventaire des matières premières élémentaires nécessaires pour produire une certaine quantité de produit. Et une fois que ce listing est fait, donc ces flux élémentaires sont en fait, on va dire, traduits en catégorie d'impact environnemental, en émissions de CO2. On a des catégories, bon voilà, je ne vais pas toutes les lister parce qu'on les a vues en partie tout à l'heure, mais on a une quinzaine d'indicateurs là-dessus. Puis après, il est possible d'agréger des indicateurs pour avoir des catégories de dommages, donc dit endpoint. Là, on est sur des aspects qui sont un peu moins scientifiques et beaucoup plus subjectifs. Donc ici, voilà un exemple de résultat. Donc la dernière étape, c'est l'interprétation. Ça, c'est un résultat de caractérisation. L'idée là, c'est vraiment de comparer en fait les contributions de chaque étape du cycle de vie par rapport à une catégorie d'impact donnée. Donc là, par exemple, pour un yaourt, aux fruits, donc on a le changement climatique. Pour le changement climatique, on a la production laitière qui va compter environ 60%. Et donc comme ça, on va pouvoir jauger de qu'est-ce qui contribue le plus en termes d'impact, que ce soit au niveau des étapes du cycle de vie, mais aussi au niveau des process. Donc, il est possible de zoomer et d'aller plus en profondeur à l'intérieur d'une même étape. Alors, pourquoi évaluer la performance environnementale d'un produit? C'est bien de savoir le faire, mais alors, plusieurs objectifs pour les entreprises, à la fois d'engager une démarche d'amélioration continue. Avec la CO, on peut, comme vous avez pu le voir, identifier des marges de progrès, voir les aspects les plus contributeurs au niveau de la production, et donc derrière pouvoir initier ce qu'on appelle une démarche d'éco-conception, potentiellement sur le lancement d'une nouvelle gamme de produits, d'intégrer des critères environnementaux dès les étapes de R&D pour pouvoir en fait produire un produit moins impactant que l'ancien. Il est aussi possible, comme on est sur un aspect quantitatif, de comparer ces produits à différents niveaux. Donc soit comparer ces produits à d'autres produits de sa propre gamme, pour les positionner,
potentiellement les comparer par rapport à des référentiels européens ou nationaux en fait qui existent, et aussi pouvoir potentiellement dans le futur les comparer à la concurrence via un affichage environnemental. On y gagne évidemment, c'est de l'aide à la décision stratégique, des économies potentielles du point de vue, souvent ça va de pair avec des économies d'eau, des économies d'énergie. Et aussi, ça permet vraiment de rentrer dans une démarche proactive et d'anticiper la réglementation sur ces aspects-là. Le deuxième volet, c'est la communication. Donc là, c'est si vraiment on veut faire une ACV pour pouvoir communiquer, que ce soit avoir des exigences fournisseurs, mais aussi pour trouver de nouveaux clients. Donc l'ACV permet évidemment de faire de l'affichage environnemental, quantitatif, d'accéder à de nouveaux marchés qui sont plus sensibles à ces enjeux environnementaux et d'engager de nouveaux partenariats. Il est aussi possible de répondre face à des déclarations de tiers, donc il y a des assos qui peuvent attaquer certains types de produits, des aspects clairement quantitatifs, des consommations d'eau par litre de lait, ce genre de choses. Et donc là, on a une réponse scientifique à ce genre d'attaque qui peut être vraiment utile. Donc là, ça permet vraiment d'être transparent, de savoir pouvoir se défendre là-dessus. Et donc, évidemment, ça permet évidemment de les progrès que l'on peut faire. Maintenant, je vais rentrer dans une. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la première partie. Peut-être. Ça, on peut enchaîner. Donc là, on va vraiment rentrer dans une méthodologie qui a été développée au niveau européen. Vous vous doutez bien que pour faire une ACV, on est sur des aspects assez subjectifs. Il y a énormément de choix à faire du point de vue du périmètre de l'étude, des données à sélectionner, des données par défaut, parce que toutes les données ne sont pas accessibles. Et donc, il faut pouvoir faire des choix. Donc, c'est pour ça qu'au niveau européen, il y a le PEF qui a été développé en 2013 et donc qui est sorti en 2018 pour le secteur laitier et qui vise à répondre à certaines problématiques, notamment le fait que on a une multitude de labels qui explosent et en fait, in fine, en fait, on perd totalement le consommateur qui perd totalement confiance dans les différents labels parce qu'on veut être plus vert que vert, quoi. Ça devient compliqué en fait d'être crédible avec des allégations. Et donc, ils ont voulu en fait mettre en place quelque chose d'harmonisé, une méthodologie harmonisée, pour que les produits puissent être concrètement comparés entre eux, du point de vue environnemental. C'est pour ça qu'il y a cette initiative PEF qui fournit vraiment un guide générique pour expliquer comment calculer une empreinte environnementale. Et ensuite, différents secteurs ont proposé leur propre méthodologie, car il part du principe qu'on puisse comparer en fait l'empreinte environnementale que des produits d'une même catégorie. Et donc le secteur laitier a lancé son PEF et l'a terminé, comme je disais, en avril 2018. Donc là, c'est une autre version de Progressive. Et pour fournir un guide spécifique qui permette vraiment d'avoir des règles méthodologiques pour les praticiens de la CD et pour qu'ils puissent vraiment calculer l'empreinte de manière la plus identique possible. Là, c'est un exemple de périmètre qui a été sélectionné dans le PEF. Donc là, pour les produits laitiers, on va être sur cette étape. Une étape de production laitière avec l'approvisionnement du lait, donc la collecte du lait qui est intégrée, la partie transformation laitière, la partie production et approvisionnement des ingrédients non laitiers, partie emballage, distribution, usage du produit et fin de vie des emballages. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais vous montrer l'application de cette méthodologie qui explicite bien en fait le type de données qui sont prises en compte. Et donc là, c'est un exemple de résultat au niveau européen qui est appliqué à la méthodologie PEF pour 1 litre de lait. Donc 1 litre de lait vraiment sur l'intégralité de son cycle de vie. Donc on voit encore que la contribution de la production laitière est encore très forte, d'autant plus forte encore pour le climatique, on est autour de 80%. Après, on voit que les emballages aussi ont des impacts non négligeables, notamment sur l'utilisation de ressources fossiles. Bon, c'est du plastique, donc c'est logique. À noter évidemment que là, on a les contributions en pourcentage, donc des résultats relatifs, mais il y a les résultats quantitatifs associés à chaque étape du cycle de vie.
C'est la production du lait. Ouais. En même temps, c'est du lait, le produit. Donc, il y a peu de transformation. De manière générale, de toute façon, pour tous les produits laitiers, c'est la production laitière qui a plus d'impact en termes sur le cycle de vie entier. Et d'autant plus pour les produits concentrés, parce qu'il faut beaucoup plus de litres de lait pour produire 1 kilo de produit donné. Comment? C'est la ionisation. Donc là, on est vraiment sur l'électricité, consommation électrique. C'est l'impact du nucléaire en gros. Comment? Parce qu'on consomme de l'électricité en ferme aussi, je pense. Je sais pas si j'ai d'autres questions là-dessus. Pas du tout. En fait, en dessous, on est vraiment sur, le. En fait, c'est un litre de lait moyen européen. Donc oui, en effet, il y a plusieurs origines. Mais ce que je veux dire, c'est que les colonnes représentent les différentes catégories d'impact. À gauche, on a le changement climatique. Par exemple, la troisième avant-dernière, c'est l'utilisation d'eau. Donc ça, c'est vraiment les consommations d'eau. On a l'utilisation de ressources fossiles en avant-dernière, ressources minérales et métal en dernière. Donc en fait, on va avoir un impact sur toutes les catégories d'impact. Donc là, on voit pas vraiment les valeurs quantitatives. Donc en fait, ça se trouve, c'est vraiment très faible, voire négligeable. Mais là, c'est juste pour voir la répartition. C'est un type de résultat. Tout à fait. Ouais. Bien sûr, là, c'est un type de résultat. Bien sûr. Tout à fait. Là, maintenant, on va voir un exemple en fait d'application de cette méthodologie dans un outil simplifié ACV, donc qui s'appelle Render, qui a pour but en fait de proposer un outil directement pour les laiteries qui veulent calculer leurs propres empreintes en rentrant directement leurs données de production. C'est un projet qui est financé par le CNIEL et par la Commission européenne, qui a commencé en 2017 et qui a été rallongé d'1 an jusqu'à 2021. Bon, le contexte est à peu près le même que pour le PEF. Donc, voilà, une sensibilisation des consommateurs aux aspects environnementaux, un besoin de transparence, le développement de l'affichage environnemental pour lequel on a parlé, et aussi un aspect un peu, voilà, c'est pas facile de pouvoir faire des ACV pour tout le monde, et donc il y a un besoin de l'amener directement dans la laiterie pour que les PME et les TPE, on va dire, prennent le sujet en main. L'objectif concret, voilà, c'était de prouver que le PEF permettait concrètement de diminuer l'empreinte environnementale des produits testés. Donc l'outil se décompose en deux parties. On a à la fois une évaluation environnementale, un diagnostic ACV comme on a vu, et une identification des meilleures techniques disponibles pour abaisser cette empreinte environnementale. Donc il y a un lien qui est fait entre le diagnostic et les recommandations. Et donc, Actalia, en fait, le rôle d'Actalia a été d'accompagner les différentes laiteries, de les former à l'ACV, au PEF et à Render, et de les accompagner en fait dans la réalisation de leur profil PEF. À la fois en les accompagnant pour la collecte de données, le renseignement des données dans l'outil, le choix des inventaires de cycle de vie, donc associés aux données que l'on choisit, le calcul de l'empreinte et la sélection des MTD. On a travaillé sur ce projet avec Incoa, donc une boîte de consulting d'ingénierie espagnole, et Deloitte, pour intégrer toutes les recommandations et les règles méthodologiques du PEF au sein d'un outil, développer cet outil et le tester à grandeur échelle sur différentes laiteries, avec pour objectif d'atteindre au moins 30 produits pilotes sur différentes catégories de produits laitiers. Donc dans les faits, on a atteint en fait 36 produits pilotes qui sont en cours de réalisation. Et une fois que ces tests sont réalisés, de répliquer ces tests dans d'autres pays, notamment l'Espagne et le Portugal. Donc,
Donc là, le périmètre d'étude, bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est exactement le même que le PEF, hein, c'est logique. Et puis, je vais vous montrer directement l'outil. Donc, ça sera beaucoup plus simple de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de chaque étape. Donc, juste pour vous parler de l'avancement du projet, donc là, on a l'outil, il est en ligne, il est fonctionnel. Les entreprises peuvent le tester, et peuvent produire des résultats. Il y a une possibilité de modéliser ses propres inventaires de cycle de vie relatifs à la transformation. C'est-à-dire qu'on peut aller au-delà de la comparaison entre étapes, mais on peut aller à l'intérieur de l'étape, comparer par exemple un système de pasteurisation avec l'affinage, etc. Et donc de modéliser ses propres étapes du cycle de vie à l'intérieur d'une laiterie. Il y a la possibilité aussi de créer son propre mix de lait cru parmi 4 systèmes fourragers différents. À noter qu'il n'est pas possible de modéliser sa propre production laitière. On est sur des systèmes moyens. Comment? C'est ça, il y a 4 modèles issus d'une base de données qui s'appelle Agribalise, que Anthony va vous présenter tout à l'heure, qui représente les systèmes français. Mais, et pas que, hein, parce que c'est un projet européen, donc il y a aussi d'autres pays. Mais en effet, on n'est pas sur on va dire un outil, on est un outil qui est vraiment centralisé pour la transformation de la base. Et donc, la possibilité de l'outil, ce qui permet, c'est de comparer la performance totale de notre produit, donc établir un profil PEF par rapport au référentiel européen. Donc, on peut se comparer aussi par rapport à la moyenne. Et puis, on verra qu'on peut identifier différentes étapes du cycle de vie, les ateliers ou les flux qui contribuent le plus à l'impact global ou à tel type d'impact. Là, on va voir si ça marche. J'étais sûr. Je vais vous montrer un exemple fictif présent dans l'outil Render. Donc, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits. C'est un outil qui, pour l'instant, est en anglais. Hein, c'est un projet européen. Je ne sais pas encore si INCOA a pour but de le traduire. Évidemment, ça a été une demande des testeurs là-dessus. Donc, on va partir sur un beurre fictif, beurre salé. Donc, on peut voir que dans l'outil, on peut renseigner les différents objectifs, pourquoi on veut réaliser cette étude, le périmètre de l'étude, donc la catégorie de produits que l'on veut modéliser. Ensuite, le type de produit, et on peut sélectionner les différentes unités fonctionnelles pour lesquelles on veut travailler. Donc là, celle de référence, ça va être 50 grammes de beurre consommé à la maison et sans transformation ultérieure. Donc voilà, on peut modifier si on veut l'unité fonctionnelle. Et enfin, on peut préciser sur quelle étape du cycle de vie on a la main, on a les données primaires. De manière générale, comme c'est un outil fait pour la transformation, on sera plus à cocher ici Run by the company. Là, c'est vraiment à titre indicatif, ça n'a pas d'impact sur le résultat. Donc ensuite, comme dans une ACV classique, on va lister, on va faire le déroulement d'une ACV avec les différentes étapes. Donc une fois qu'on a réalisé, on a défini l'objectif et le périmètre, on s'attaque en fait à l'inventaire. Et donc on va renseigner des données à chaque étape du cycle de vie, qui sont présentes en haut. Et donc qui sont en fait vraiment les étapes qui ont été définies au niveau du PEF. Donc on va avoir différentes données à rentrer au niveau de la production laitière. Donc on a différents systèmes, donc des laits moyens produits avec ces systèmes-là. Et donc, on peut faire un mix, comme on le souhaite, sur ces différents systèmes. On peut derrière, évidemment, modéliser le transport et la collecte du lait, et donc rentrer ses propres données en termes de distance sur le tour de collecte. On peut
également choisir le type de camion. Donc, si on a gros, petits camions, si on a des camions Euro 5, Euro 6 qui ont des normes d'émission différentes. Hop. Ensuite, on passe à la partie de transformation laitière. Et donc là, on va avoir plusieurs solutions. En fait, soit travailler vraiment à l'échelle du site, fournir des données à l'échelle du site qui vont être réparties entre les différents types de produits, ou vraiment aller en détail et pouvoir lister différents types de procédés. Donc là, on est sur un exemple simplifié, hein. On va pas passer 2 heures aussi non plus là-dessus, mais c'est pour ça que voilà, on va faire sur des données à l'échelle du site. Surtout, on est sur un exemple fictif. Donc on va pouvoir rentrer les différents inputs, donc c'est-à-dire le lait entrant en fait, hein, le lait collecté par an par la laiterie avec son pourcentage de matière sèche. Et quand on rentre dans l'inventaire et les différents consommables de la laiterie, donc on va lister les différents consommables, que ce soit en termes d'énergie, l'électricité, le fuel, le gaz naturel, les différentes consos d'eau, les produits de nettoyage qui sont utilisés, les types de réfrigérants, et enfin, on va lister tout ce qui sort. Donc, les différents produits coproduits. Donc là, c'est juste un exemple. Donc, il y a juste le fromage, mais on aurait dû mettre normalement le babeur, le sérum, etc. Et tout ce qui est déchets, pollution, entre guillemets. Donc, les eaux usées, les déchets matières, avec le devenir de ces déchets, et les émissions directes, que ce soit dans l'air avec les réfrigérants ou dans l'eau. Une fois qu'on a fait ce listing, on peut revenir en arrière et on peut potentiellement modéliser sa propre électricité si on a un mix particulier. Sinon, on prend un mix par défaut français. Voilà, donc là, c'est ici. Puis on a un système de contrôle qui permet de vérifier ce qui rentre en termes de matière sèche, ce qui sort en termes de matière sèche, pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur de saisie. Ou pour montrer qu'on a des rendements catastrophiques. Je sais pas. Alors, ensuite, on passe sur la partie non-dairy ingredients. Donc là, pour le coup, on est sur du beurre salé. Donc là, j'ai choisi du sel. Donc on va lister les quantités annuelles nécessaires du sel, l'emballage du sel que l'on achète à l'année avec le type d'emballage. On voit qu'il y en a plusieurs. Hein. Et le transport de ce sel, donc d'où il vient, quel a été son trajet pour arriver jusqu'à la laiterie. Et donc ainsi de suite, hein, j'ai envie de dire. De même, voilà, donc pour l'emballage, donc on va avoir vraiment à l'unité de vente la quantité d'emballage qu'on peut modéliser avec les types de matériaux que l'on utilise pour son emballage. Donc il y en a une sacrée quantité. Donc là, par exemple, là j'ai mis 15 grammes de feuilles d'aluminium pour du beurre. Et puis après, voilà, toujours aussi l'aspect transport des différents emballages. En sachant que voilà, on a le choix de rentrer ses propres données ou d'avoir des données par défaut. C'est aussi un aspect de la méthodologie du PEF, c'est qu'elle propose des données par défaut de base lorsque l'on ne peut pas fournir la donnée. Évidemment, c'est un aspect méthodologique important parce que lorsque des entreprises ne peuvent pas fournir de données, finalement, elles vont choisir les mêmes données par défaut en fait, automatiquement. L'outil les choisit à leur place. Donc voilà, on a tous les aspects sur les palettes, etc. Et puis les différents transports. Donc une fois que le produit il est emballé, il va falloir le distribuer. Et donc on peut modéliser le parcours du produit jusqu'au consommateur. Donc voilà, donc par exemple 60 km jusqu'à un centre de distribution, puis 150 km jusqu'au point de vente. Ensuite, on a les durées de stockage, que ce soit en centre de distribution ou au point de vente, donc qu'on peut modifier hein, en termes de jours. Et donc on va vraiment jusqu'à chez le consommateur. Donc on prend en compte également le transport du consommateur jusqu'au point de vente. Là, c'est une option qui a été imposée dans le PEF. Ensuite, la phase d'usage, là c'est vraiment un titre indicatif. Hein, on ne peut pas trop faire d'éco-conception là-dessus, dans le sens où c'est chez le consommateur. Donc, c'est les consommations d'énergie associées au nettoyage des couverts, également à la conservation de l'aliment dans le réfrigérateur.
je ne rentre pas dans le détail. Et après, en fin de vie, on est vraiment sur la fin de vie des emballages qui ont été sélectionnés. Donc là, pour le coup, l'emballage de l'aluminium. Et donc, on a différents scénarios selon les pays. Donc là, on est par exemple sur un 90% de recyclage, 6,4% d'incinération. Voilà, donc une fois que là, le gros du travail, c'est la collecte de données. Une fois qu'on renseigne ça, c'est terminé en fait. On va dans le résultat, on calcule, et hop, on a les résultats. Donc là, on a en fait l'inventaire du cycle de vie. Donc c'est-à-dire qu'on a la quantité. Donc là, on veut calculer une empreinte par rapport à 50 grammes de beurre. Et donc, on a les quantités nécessaires pour produire 50 grammes de beurre, pour l'intégralité des flux, que ce soit électricité, chaleur, etc. Donc, on a un gros listing. Et on a une vue sur les résultats. Donc, les résultats de manière globale, ça rame, aux différentes étapes du cycle de vie. Donc, en effet, bien quantitatif. Pour chaque type d'indicateur. Évidemment, pour après y voir plus clair, on passe en mode graphique. Et donc là, on a les contributions des différentes étapes du cycle de vie sur les différents types d'indicateurs. Et donc l'outil, l'avantage de l'outil, c'est qu'il ne s'arrête pas là. On peut rentrer à l'intérieur des différentes étapes et voir les contributions des différents flux. Donc, par exemple, pour la production laitière, on va avoir les différents systèmes et le transport, donc la collecte du lait. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que les systèmes prennent une grosse place dans la production du lait. Et le transport, c'est vraiment minime. Donc, par exemple, pour le CO2, on est à 1,35% en fait, en termes d'émissions de CO2 sur la collecte du lait par rapport à la production du lait. Et là où ça devient intéressant, c'est pour les laiteries. Donc là, quand on rentre dans des processing, on va pouvoir comparer les différents consommables. Donc là, ça permet de prioriser les actions aussi, de voir, de se rendre compte vraiment concrètement du point de vue des impacts, qu'est-ce qui joue le plus, qu'est-ce qui est négligeable, et est-ce qu'on ne se focalise pas uniquement sur quelque chose de négligeable au final, et d'investir énormément sur quelque chose qui au final a peu d'impact in fine. Voilà, donc là, évidemment, c'est des résultats qui sont fictifs, qui restent quand même assez crédibles. Autre possibilité de l'outil, et ça c'est important potentiellement dans le dispositif d'affichage environnemental, c'est qu'on voit que les résultats sont assez compliqués, on a énormément d'indicateurs. L'outil du coup propose le fait de normaliser les résultats, de les pondérer et d'agréger tous les indicateurs en un seul score, ce qui permet de comparer directement les produits de manière très, très simple. Donc un score qui est ici. Voilà. Et ce que l'on peut mettre en avant également, c'est qu'on peut vérifier quelles sont les étapes les plus pertinentes, donc les plus contributrices pour les différents types d'impact, que ce soit les étapes du cycle de vie ou les process. On voit évidemment que c'est la partie de production laitière qui impacte largement l'impact de cette étude-là. Dernier volet important que je voulais vous montrer, c'est le benchmark. Donc, en effet, on a intégré les benchmarks européens, donc qui sont des produits moyens, des profils PEF moyens. Et donc, on peut se comparer par rapport au profil PEF moyen et de voir en fait les pourcentages par rapport à ce profil PEF. Donc, ce que l'on voit, c'est que j'ai fait quelque chose de fictif, mais qui est extrêmement proche de la réalité. Donc, je ne sais pas comment, j'ai fait. Donc, voilà, les résultats sont plutôt crédibles. On a aussi un volet, donc là, je ne vais pas préciser parce que ça va être vraiment trop long, mais un volet sur la qualité des données que l'on rentre, qui permet de donner une note en termes de DQR, donc Data Quality Rating, au profil PEF et à l'étude que l'on réalise. Puis après, voilà, il y a on va dire, des encarts pour faire des interprétations. Et la dernière chose qui est importante, c'est ici, donc c'est que voilà, on peut extraire tout ça sur Excel avec un rapport complet des résultats de l'inventaire. Donc ça permet d'avoir quelque chose de complet in fine. Bon, la dernière, là je vous promets, c'est la dernière. C'est sur les best available techniques, donc les meilleures techniques disponibles, où là on va vraiment avoir différentes fiches de recommandations selon le produit. Donc là,
l'outil recommande les eaux usées, enfin, travailler sur les eaux usées. Mais il est possible évidemment de voir l'intégralité des bases de données en termes de NTD qui sont à l'intérieur de l'outil. Donc voilà pour la présentation de l'outil. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'était de tester 30 produits pilotes sur 5 catégories de produits laitiers. Donc on a travaillé avec 7 laiteries qui nous proposent 36 produits pilotes. Et donc là, on est vraiment en cours de réalisation des profils PEP. Donc certaines entreprises ont terminé, ont réalisé leur profil. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Dans le sens où voilà, l'objectif du projet, c'est vraiment de travailler pour les PME, mais on se rend compte qu'en plus, avec la crise du coronavirus, ça complexifie énormément les choses. Beaucoup de difficultés au niveau ressources humaines pour travailler sur ces sujets-là. Certaines entreprises sont plus ou moins bloquées, donc on les aide à réaliser leur profil PEF. Mais voilà, certaines s'en sortent mieux que d'autres là-dessus. Donc on a les premiers retours d'expérience de cet outil. Donc, là, c'est vraiment des citations directes d'entreprise. Donc en effet, l'outil fonctionne, il permet de faire vraiment une étude ACV de manière pas trop compliquée. Il faut être évidemment formé un peu à l'outil et à la méthodologie pour comprendre comment ça marche, les mécanismes et les subtilités. Que la structuration de l'outil est bien faite et qu'elle suit vraiment la vie du produit, ça permet vraiment de s'y retrouver. Qu'elle permet à la fois de prendre en compte la majorité des facteurs impliqués écologiquement dans la fabrication du produit. Et donc, ça donne un ordre d'idée voilà, de l'empreinte environnementale de notre produit. Toujours sur quelque chose de potentiel, hein, c'est de la CV, c'est de la modélisation. On s'approche de la réalité, mais on ne peut pas l'atteindre parfaitement. Donc, c'est un atout majeur. Si on a, on va dire, un point positif, c'est que vraiment pour l'amélioration continue en entreprise, ça permet vraiment de se comparer et de voir sa progression au fil des années, de comparer sa différentes gammes de produits. Par contre, un petit bémol qui a été fait, c'est sur certaines incohérences dans la prise en compte des données et de champ d'études pour en faire un outil comparatif vraiment solide. Dans le sens où certaines entreprises vont avoir une grosse disponibilité de données, vont vouloir travailler énormément précisément dessus, et donc va apporter énormément de données à l'intérieur de l'outil, ce qui va faire des lignes, enfin, des inventaires de cycle de vie extrêmement longs, et d'autres vont travailler un peu plus à la légère, faire quelque chose de plus simple, qui fait que, en fait, au final, la comparaison entre les deux va pas être extrêmement pertinente. Et donc potentiellement, voilà, il y a la méthodologie GPF, on va dire, préconise certains flux à prendre en compte ou pas. Mais il reste quand même des limites à cette méthodologie-là. Il faut la pousser encore plus loin pour pouvoir comparer correctement les produits entre eux. Donc, si on peut faire un petit résumé de cette présentation, donc la performance environnementale d'un produit, on a vu que c'est quelque chose de quantifiable via l'analyse de cycle de vie. C'est utile pour les décisions stratégiques, pour l'éco-conception et pour communiquer avec le consommateur via un affichage environnemental. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation réglementaire, mais il y a vraiment un développement de cadres méthodologiques, que ce soit au niveau européen, des bases de données vraiment précises au niveau français qui se développent. L'objectif peut-être dans le futur d'avoir vraiment un affichage environnemental harmonisé, de pouvoir comparer les produits. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que les filières se mobilisent. Il y a des outils qui commencent à se développer pour les différentes filières agroalimentaires, des programmes d'éco-conception, des entreprises qui veulent réduire leur empreinte environnementale, qui font appel à des diagnostics ACV et qui cherchent des mesures qui permettront d'abaisser concrètement l'empreinte de leurs produits. C'est un écosystème qui sera au niveau européen, national et régional. Voilà. Merci pour votre attention.